Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire EIC organisé en partenariat par l'AFPC et les points de contact nationaux EIC. Merci de vous être enregistrés nombreux pour participer à ce webinaire. Je vois que le taux de participation monte, donc je pense que nous pouvons démarrer. Je remercie également les pôles de compétences. Alors, je suis Fabienne Davran, donc d'Aerospace Valley, responsable de la cellule Europe, avec Laure Quentin du pôle Minalogique. Nous avons co-organisé ce webinaire. Je profite aussi pour remercier Jennifer Deo qui nous a aidé sur la logistique de ce webinaire. Et je remercie également les 15 pôles. Donc, vous voyez les logos en bas de la planche qui nous ont accompagnés aussi en relayant l'information sur ce webinaire auprès de leurs adhérents. Nous sommes ensemble pour 1h30. Voilà, donc Laure, directrice Europe Minalogique, et je remercie nos deux intervenants du jour, donc Laurent Vol, point de contact national EIC Pathfinder Transition. Bonjour Laurent. Et Jérôme Billet, point de contact national EIC Accelerator. Merci à tous les deux pour votre aimable participation. Donc, nous sommes ensemble pour 1h30. Alors, juste pour vous dire que le webinaire est enregistré et que les présentations et le replay vous seront envoyés par email la semaine prochaine. Ceci ne doit pas vous éviter d'être attentif aux échanges. Nous vous proposons de poser vos questions donc au fil des présentations. Vous avez un onglet questions à droite sur votre écran et nous vous remercions de poser vos questions par écrit. Essayez de les contextualiser un minimum pour qu'on puisse ensuite les relayer à nos orateurs. Donc nous aurons 2 sessions de questions-réponses. Après l'intervention de Laurent sur le IC Pathfinder Transition, puis après l'intervention de Jérôme sur le IC Accelerator, et ensuite Laure prendra aussi la parole pour vous présenter l'action des pôles sur ces financements européens de l'EIC. Voilà, donc sans plus tarder, je propose à Laurent de prendre le micro et de nous faire sa présentation. Alors bonjour à toutes, c'est bon, vous devez voir? Oui, c'est bon, merci. C'est tout bon, parfait. Eh bien écoutez, merci déjà à l'AFPC et à Aerospace Valley Minalogique de leur invitation pour présenter ce programme EIC avec mon collègue Jérôme. Donc le IC, un petit rappel, c'est donc une composante à part entière du programme Horizon Europe que je pense que vous connaissez pour la plupart. Donc programme dédié à la recherche et à l'innovation depuis les bas TRL jusqu'à presque la mise sur le marché de l'Union européenne. Et donc avec ces trois piliers, sur la science, l'excellence, les problématiques sociétales, le pilier 2, qui est peut-être un pilier que vous connaissez plus en tant qu'adhérent des pôles, et puis ce pilier 3, Europe innovante, doté de 10 milliards d'euros sur les 7 ans. Alors le Conseil de européen de l'innovation, donc c'est une partie de Horizon Europe qui a été voulue par le commissaire Carlos Moedas à la fin du précédent programme cadre et qui a pour objectif de faire de l'Europe un leader de l'innovation. Son leitmotiv était de dire qu'en Europe, on savait faire transformer l'argent en savoir ou en connaissances, mais très peu les connaissances, ou mal les connaissances en argent, c'est-à-dire en retombées en matière d'innovation et de nouveaux marchés. Donc l'idée de l'EIC, c'est aussi de prendre le prisme de financer l'innovation radicale à haut risque, créatrice de nouveaux marchés, et d'utiliser donc le financement public pour limiter le risque lié à cette innovation, à la fois dans les phases de développement et dans les phases finales pour rassurer des investisseurs privés. Donc avec la volonté de couvrir toute la chaîne de l'innovation, depuis, la recherche appliquée en laboratoire et à des fins d'obtention d'une preuve de concept,
en passant par ensuite la maturation de la technologie jusqu'à l'accélération vers les marchés. Alors, c'est une priorité deep tech hein, et avec des investissements à long terme. Donc, des innovations pluridisciplinaires, multisectorielles, et vous verrez que nous avons dans les différents instruments une approche généralement bottom-up, c'est-à-dire avec des sujets non imposés, mais également des défis ou challenges top-down afin de répondre à un certain nombre de problématiques identifiées par l'EIC. Alors l'EIC, c'est géré par une agence exécutive qu'on appelle l'ISMEA et qui permet donc d'offrir aussi des actions complémentaires aux bénéficiaires. Jérôme aura l'occasion de revenir dessus tout à l'heure. Alors, tout ce que je viens de dire, hein, c'est illustré suite au constat qui avait été fait que on avait des investissements, enfin du financement public pour, je dirais, les phases de bas TRL, un instrument PME qui, Jérôme reviendra sur cette phase aval, n'était peut-être pas complet non plus, et une vallée de la mort entre les deux qui a prévalu à la création de ce continuum des instruments depuis le Pathfinder, le Transition et l'accélérateur. Donc, trois instruments, trois dispositifs, enfin même 4 maintenant, dans le programme de travail qui se complètent dans l'échelle TRL, se complètent mais sont pour autant disjoints. Hein, puisque même s'il y a cette volonté de continuum, et je pense que je vais me concentrer sur le Pathfinder et le Transition, il y a cette idée de continuum jusqu'à l'accélérateur et le marché qu'il faut avoir en tête dès le Pathfinder, mais il n'y a pas une obligation de passer par chacun des instruments. On le verra à la fois dans le Pathfinder Transition et vous le verrez avec Jérôme tout à l'heure, en particulier sur l'accélérateur. Alors peut-être dire, je vous ai parlé de ces approches ouvertes, enfin bottom-up ou par défi. Donc sur le Pathfinder, en effet, je vais me concentrer là-dessus pour l'instant. Nous avons 2 instruments complémentaires qui sont similaires dans l'approche, dans la philosophie que je vais vous décrire, mais assez différents malgré tout dans la façon de les appréhender selon qu'on répond en appel blanc, non thématique, le open, ou que l'on répond aux défis thématiques et sociétaux qui changent chaque année. Le transition, que je décrirai aussi un peu plus tard, à l'inverse, est complètement ouvert en termes de sujets. Alors, donc peut-être sur donc vous voyez ce continuum entre les différents instruments ou dispositifs dans l'échelle TRL, avec des formats open, challenge ou pas. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, alors pour ceux d'entre vous qui connaissent peut-être un peu la mécanique d'Horizon Europe et des programmes européens, l'IAFC Pathfinder et l'IAFC Transition, ce sont essentiellement ce qu'on appelle des RIA, donc le format des Research and Innovation Action, pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le préciser. Ça veut dire qu'on est suffisamment loin du marché pour que les règles de concurrence s'appliquent de manière moindre et que le taux de subvention puisse atteindre les 100%. Donc, les projets Pathfinder comme Transition sont financés à hauteur de 100% et concernent tout type d'organismes, que ce soit des organismes de recherche, des universités, des PME, des startups, des grandes entreprises, etc. Généralement, ce qu'il faut retenir, c'est que la règle qui prévaut, c'est la règle du consortium. Avec quelques exceptions, dans le transition, on va y revenir, il est possible de déposer en petit consortium, c'est simplement de 2 partenaires, ou en monodéposant. Il est également possible dans le Pathfinder Challenge, mais c'est relativement fortement déconseillé, donc j'en parlerai pas trop. Mais sachez que la règle générale, c'est consortium, voire peut-être sur le transition, et j'en reparlerai tout à l'heure, monodéposant, et donc c'est ouvert à tout ce typologie d'organismes. Le transition a aussi un mode d'éligibilité particulier sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et du coup, je vais laisser le micro à Jérôme pour nous donner les spécificités de l'accélérateur. Donc oui, là on est sur l'exercice qui est fait avec Laurent, là, c'est vraiment, à ce moment-là, c'est de vous montrer comme ça en un seul bloc les différents instruments. Laurent l'a justement évoqué, c'est une logique de continuum. Il a déjà dit, mais je réinsiste là-dessus, on peut très bien candidater à l'EIC Accélérateur sans être passé par Pathfinder et Transition. D'ailleurs, la très très grande majorité des candidats à l'EIC Accélérateur n'ont peut-être jamais entendu parler de Pathfinder ou Transition.
Donc, on est sur un dispositif qui a vocation à accompagner ce qu'on va dire les opérations de scale-up. Il y a eu un changement, pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité, en 2025, il y a eu un changement sur le EIC Accelerator. C'est dorénavant, il faut avoir terminé son TRL 5, c'est-à-dire qu'il faut être bien à TRL 6 quand on candidate. Avant, il y avait une souplesse sur le niveau de TRL. Il y a, tout comme Pathfinder et Transition, logique d'Open et Challenge. Les challenges seront présentés un peu plus tard. On est uniquement monodéposant. Et on est essentiellement sur des profils startup deep tech. Voilà, il y a de la PME bien entendu, mais on est vraiment profil sur startup deep tech et les quelques exemples que je donnerai rentrent là-dedans. Mais on a aussi de la PME et d'ailleurs il y a une souplesse sur cette définition européenne parce que la définition européenne de PME c'est moins de 250 salariés. Et je passe sous silence volontairement tout ce qui est chiffre d'affaires et appartenance à un grand groupe. Mais il y a aussi une souplesse sur le nombre d'effectifs qui est possible avec des PME jusqu'à 500 employés. Le dispositif EIC Accelerator a été construit autour de cette notion de blending, c'est-à-dire un mix entre de la subvention, qui peut aller jusqu'à 2,5 millions d'euros, et une intervention au capital, en equity, jusqu'à 10 millions d'euros. Là aussi, il y a eu un changement en 2025. Avant, ça pouvait aller jusqu'à 15 millions d'euros. Dorénavant, c'est jusqu'à 10 millions d'euros. Voilà. Mais je rentrerai dans le détail un peu plus tard. Et il y a deux nouveautés qui ont vu le jour en 2025. Une qui est moins connue puisque l'appel n'a pas été publié encore, qui est l'EIC Pré-Accélérateur. On n'est pas sur les mêmes planches de TRL que sur l'EIC Accélérateur. Donc, il y a TRL 4 à 5, 6, et avec une particularité qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la dimension widening. Donc, toutes les zones, toute la France n'est pas concernée. On va retrouver Guadeloupe, Guyane, la Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Martin, et on est sur des montants beaucoup plus faibles puisqu'on parle de 300 à 500 000 euros. Mais ça, je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui puisque l'appel à projet n'a pas encore été publié, donc on risque de faire un exercice un peu spécifique de promotion autour de ce dispositif-là. Par contre, ce qui a été publié et ce qui est en cours aujourd'hui, c'est le IC Step Scale Up, où là, on est sur une enveloppe de 300 millions d'euros et qui a vocation à accompagner uniquement en equity avec des enveloppes de 10 à 30 millions d'euros, c'est-à-dire le IC Fund, qui est le vecteur d'investissement et une capacité d'intervention de 10 à 30 millions d'euros sur un tour de table qui est plus important. Voilà, je l'évoquerai aussi. Et il n'y a pas de contrainte de TRL, contrairement à l'EIC Accélérateur. Je rentrerai dans le détail un peu plus tard. Et aussi sur les thématiques STEP, là aussi, je l'évoquerai. Merci Jérôme. Du coup, on va aborder le Pathfinder et les transitions. Alors, simplement pour vous rappeler, donc Jérôme aura l'occasion de nous présenter le PCNEIC Accelerator tout à l'heure. Donc, le PCNEIC Pathfinder et transition, aujourd'hui, il est composé donc de 3 personnes. Grégorio Munoz-Abad, qui doit être parmi vous, qui vient de nous rejoindre, qui coordonne ce PCN. Et puis, je suis accompagné aussi de Chiara Molinelli et moi-même. Nous sommes tous les deux mis à disposition du MESR pour cette fonction de PCN, tout en ayant également d'autres fonctions connexes à côté. Alors, l'accompagnement qu'on propose au niveau du PCN auprès des porteurs ou candidats porteurs de projets, c'est bien entendu l'information au travers de webinaires et de présentation des dispositifs comme on le fait aujourd'hui. Pardon, mais c'est également un accompagnement pour répondre aux questions de positionnement, d'adéquation de votre projet avec les attentes de l'EIC Pathfinder lors du montage, l'analyse des sommaires d'évaluation, donc des rapports d'évaluation ou ESR et des résultats pour voir qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui passe, quels sont les impératifs pour dans les différents critères d'évaluation pour passer ou ne pas passer, pour se donner plus de chance ou pas. Et également, nous avons des ateliers de coaching des coordinateurs français du Pathfinder Open qui redéposent parce que on verra que c'est un outil qui est très demandé et donc très sélectif. Donc parfois on n'y arrive pas du premier coup, mais du deuxième ou du troisième. Et donc avoir déjà fait un premier exercice et des retours d'évaluateurs sont toujours très pertinent pour retravailler. Et également, vous verrez tout à l'heure que l'instrument transition fait appel dans sa phase d'évaluation à des oraux, enfin un jury oral, et nous préparons donc les oraux blancs avec les admissibles du transition. Alors, sur le Pathfinder, ce qu'il faut retenir, c'est que la cible principale, comme je l'ai dit, puisqu'on est sur des TRL bas,
on est sur de la recherche fondamentale appliquée. C'est essentiellement des laboratoires ou académiques ou centres de recherche, mais on observe, alors c'est pas une obligation, hein, c'est une observation, que l'on a à peu près dans les lauréats 25% d'entreprises, essentiellement des startups ou des PME, que je dirais CRO, hein, donc research, enfin des organismes de recherche sous contrat, qui vont apporter une brique à l'édifice. Alors, l'IIC Pathfinder, c'est quoi? C'est ce premier instrument en bas TRL. Donc, l'idée, c'est de financer des projets disruptifs qui proposent une vision long terme pour le développement d'une technologie qui a le potentiel d'impacter l'économie et la société. C'est-à-dire qui répond à un besoin sociétal fort et donc potentiellement à un marché derrière. Il s'agit d'avoir une approche et une méthodologie, ce qu'on appelle high risk, high gain, hein, c'est-à-dire que cette notion high risk, elle est représentée par le fait qu'on est sur de la disruption technologique, qu'on n'est pas sûr d'arriver au résultat, mais qu'on s'en donne les moyens les plus forts pour y arriver, et high gain parce que si effectivement on arrive au résultat escompté, on a un fort potentiel d'impacter, je dirais, de transformer sous forme de produit ou service ou process le marché derrière. Donc cette forte dimension deep tech que l'on depuis je veux dire les phases les plus initiales de la deep tech, si je peux m'exprimer ainsi. Il s'agit donc d'établir des recherches posant les fondations de la technologie ambitionnée et de faire le pont entre la science et le développement technologique. Donc, il s'agit toujours de projets interdisciplinaires, le mot est important, qui visent à démontrer une preuve de concept à la clé, donc preuve de concept à l'état de concept comment dirais-je, en milieu de laboratoire, hein, pas en milieu expérimental, donc un TRL 3 ou 4, qui permet de valider donc les bases scientifiques et technologiques que l'on a proposées. Et par contre, c'est là, je dirais, l'aspect particulier de l'EIC, c'est qu'il s'agit de prévoir l'après Pathfinder, c'est-à-dire la transition et éventuellement l'accélérateur, voire d'autres dispositifs, mais cet après, c'est comment on va utiliser ces résultats, comment on va les exploiter, comment on va, je dirais, les amener vers le marché. Et ça, c'est très important, et ça fait partie des critères d'évaluation. Donc, alors, le Pathfinder, donc il y a deux approches que je vous ai indiquées comme étant relativement différentes, ce qui est peut-être moins le cas, Jérôme vous l'expliquera pour l'accélérateur, mais l'approche Pathfinder Open et l'approche Pathfinder Challenge sont relativement différentes. Alors, dans le Open, il s'agit de proposer n'importe quel sujet de rupture qui répond à cette philosophie que je vous ai exposée précédemment de recherche pluridisciplinaire, avec des disciplines d'ailleurs pas forcément connexes, avec des disciplines aussi scientifiques, je dirais sciences dures entre guillemets si vous me pardonnez le terme, mais pouvant faire aussi appel aux sciences humaines et sociales, à cet aspect high risk, high gain sur tout sujet que vous voulez proposer. Le Pathfinder Open, par contre, la règle générale, c'est un consortium de minimum 3 entités légales différentes issues de 3 pays différents, États membres ou associés d'Horizon Europe, dont l'un au moins établi dans un État membre. Alors là, on remet toujours un petit rappel, attention aux pays associés, et j'en profite pour vous dire que le Royaume-Uni depuis 2024 et pour cette année la Suisse font partie des pays associés. Alors souvent se poser des questions sur ces deux pays qui sont des pays européens au sens géographique, mais pas au sens de l'Union européenne. Aujourd'hui, ces deux pays sont associés. Donc un projet Pathfinder Open, c'est environ 3 millions d'euros. Un projet qui dure entre 3 à 5 ans, avec une moyenne autour de 4. Et vous le voyez, on a un budget disponible de 142 millions d'euros. Donc, vous voyez, si vous divisez par 3, vous voyez à peu près le nombre de projets qui peuvent être financés. Alors, le prochain dépôt, prochaine date de dépôt pour l'IIC Pathfinder Open, c'est le 21 mai 2025. Autant être clair et franc vis-à-vis de vous. Si aujourd'hui, parmi vous, certains sont en train de travailler sur un Pathfinder Open, ont réuni le consortium autour d'eux, sont en train de rédiger, c'est très bien. On est à votre disposition pour vous accompagner. Si par contre vous découvrez aujourd'hui cet instrument, n'y allez pas pour le 21 mai 2025, je pense que vous ne serez jamais prêt.
Donc, visez plutôt, et là c'est le deuxième message que je voulais passer, 2026, puisque cet instrument est relativement stable depuis le début de l'EIC et on a un dépôt tous les ans. Alors c'était en mars, cette année c'est en mai, on ne sait pas encore si c'est mars ou mai pour 2026. Le Pathfinder Challenges, donc il a cette même philosophie, mais une approche un peu différente, puisque là, il va s'agir de répondre à des défis qui ont été identifiés par l'ISMEA, par le IC, donc par ce qu'on appelle des programmes managers, je vais vous expliquer ce que c'est un peu plus tard, et qui sont des domaines où, l'Europe a un potentiel leadership scientifique, mais manque de leadership industriel, où il y a des questions de souveraineté technologique de l'Europe potentiellement, et où on estime qu'il y a des marchés en croissance ou émergents à aller conquérir. Donc, on va rentrer un peu dans le détail. Alors, sachant que le Pathfinder Challenges, dans l'extrême majorité des cas, on est toujours sur des consortiums de minimum 3 entités légales de 3 pays différents, etc. Mais on peut, par exception, dans le Pathfinder Challenge, soit y aller seul, soit y aller en ce qu'on appelle bibénéficiaire ou petit consortium avec deux États, enfin deux entités de 2 pays. C'est très rare. Il faut vraiment que, si vous y allez en monobénéficiaire, surtout, il faut vraiment que vous ayez la capacité à montrer que, alors si vous êtes un grand centre de recherche avec des labos pluridisciplinaires dans de nombreux domaines et que vous avez les reins solides, entre guillemets, en termes de leadership, etc., pourquoi pas, mais c'est assez forte, enfin, en tout cas, nous, PCN, nous déconseillons d'aller en monobénéficiaire si vous n'avez pas cette capacité à montrer que vous avez une approche pluridisciplinaire qui répond à la fois aux enjeux d'impact, d'excellence, etc. Donc, c'est des projets un peu plus élevés en montant. On est à 4 millions, la durée à peu près la même. Et vous voyez qu'on a 120 millions d'euros, ce qui représente à peu près, puisqu'on a cette année 4 challenges, donc vous faites ça fait à peu près 30 millions par challenge et vous divisez par 4 et vous voyez à peu près le nombre de projets entre 6, 7, 7 entre 6 et 8, mais plutôt aux alentours de 7 qui va être financé dans chacun des challenges. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la date de dépôt est en octobre, que les challenges changent chaque année. Donc, si vous avez un challenge cette année qui est exactement dans votre domaine, allez-y. Si ce n'est pas le cas, non, vous allez sur du open. Et par contre, si vous aviez un challenge cette année qui vous intéressait, mais vous n'êtes pas tout à fait prêt, non, ça sera cette année, il ne repassera pas. Alors, les challenges, il y en a 4. Il y en a 2 qui peuvent être potentiellement intéressants pour l'assemblée que vous représentez ici au travers des 15 pôles de compétitivité présents. Donc, je passerai sur le 1 et le 4. Donc, le deuxième challenge concerne des agents basés sur l'IA générative pour révolutionner les technologies de diagnostic médical ou de traitement du cancer, et on va rentrer un peu dans le détail. L'autre challenge qui peut intéresser certains parmi vous, c'est, je dirais, des collectifs de robots autonomes qui permettent de fournir des tâches collaboratives de construction, enfin d'accompagnement à des tâches de construction dans les environnements de construction dans le BTP. Alors, peut-être, avant de rentrer dans le détail de ces challenges, dire que pour chaque défi se constitue un... Alors là, c'est peut-être une notion un tout petit peu complexe, mais je vais essayer de l'expliquer rapidement. Chaque défi a été imaginé par ce qu'on appelle un programme manager, je vais vous les présenter après, et chaque défi fait l'objet d'un appel spécifique, d'un guide du défi. Donc, c'est dans ce guide du défi que vous allez trouver toutes les conditions de sélection de ce qui est attendu. Et l'objectif pour le programme manager est de se constituer un portfolio de projets, donc 6, 7, 8 projets, je vous ai dit, complémentaires les uns aux autres. Et cette complémentarité est très importante parce que c'est ce qu'on appelle les considérations de portfolio. Donc, ce n'est pas forcément les mieux notés d'un même défi qui vont être retenus, mais par contre, parmi les mieux notés, ceux
qui ont des approches complémentaires et qui répondent collectivement, c'est-à-dire en les mettant les projets bout à bout, à l'ensemble des aspects du défi. Alors, pour vous rendre ça un peu plus concret, donc, par exemple, si on prend le challenge numéro 2, l'objectif, c'est de créer des agents autonomes basés sur l'IA générative pour améliorer le diagnostic et le traitement du cancer, en offrant une vue d'ensemble des soins aux patients et en optimisant tout ce qui est identification de modèles, de précision de traitement. Et donc là, vous voyez, vous avez un défi dans lequel on vous dit, votre technologie, elle doit s'appuyer sur une pathologie cancéreuse et une seule. Donc, à vous de choisir. Et l'idée de la programme manager Federica Zanca, ça sera peut-être de se constituer un portfolio où à la fin, elle aura un représentant de chaque pathologie. Un domaine technologique au moins parmi soit des outils basés sur l'IA générative pour intégrer des données de santé multidimensionnelles ou multimodales, l'augmentation de données médicales par l'IA générative ou la représentation, l'intégration de connaissances médicales. Donc ça, c'est le domaine technologique que vous devez, l'un de ceux-là, ou sinon les trois que vous devez viser. Et ensuite, par un domaine clinique, soit diagnostic, soit amélioration des traitements, soit les deux, et se constituera à la fin donc un portfolio de projets qui répondront ensemble à l'ensemble de ces thématiques. Alors, je vous ai mis le lien avec le guide du défi que vous pourrez aller consulter à l'issue. Si on revient sur le challenge numéro 3, donc là, l'idée, c'est complètement différent. C'est de révolutionner le secteur de la construction grâce à des robots collaboratifs autonomes qui sont capables de travailler en collaboration avec les opérateurs humains pour améliorer leur productivité, permettent aussi de la fabrication hors site, et donc fabrication hors site, assemblage in situ, ce qui est de plus en plus le cas dans le domaine de la construction, réduire l'impact environnemental et aussi peut-être assurer des tâches pour lesquelles aujourd'hui la sécurité est un enjeu. Donc, vous voyez là encore le guide du portfolio qui explique quelles sont les trois attentes. Bon, je vais pas revenir dans les détails parce que je vois que le temps file, mais si vous avez des questions sur ces challenges, n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors, simplement pour vous dire que il existe aujourd'hui 10 programmes managers qui sont alors peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de la notion de project officer. Un project officer au sens de la Commission européenne, c'est quelqu'un qui suit votre projet d'un point de vue, je dirais, administratif et financier. Un programme manager, là, c'est quelqu'un qui n'a aucun impact administratif et financier ou contractuel, mais ce sont des experts de leur domaine. Donc, vous voyez, il y a 10 domaines d'expertise et qui sont en charge de créer ces routes technologiques, donc depuis le Pathfinder, pour identifier des technologies émergentes qu'ils vont ensuite pousser dans les phases ultérieures vers l'accélérateur. Et Jérôme vous en parlera tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, il l'a mentionné, on a très peu de déposants accélérateurs qui sont passés par le Pathfinder, mais l'idée est peut-être d'en faire émerger et d'avoir ce continuum, puisque vous voyez que les projets Pathfinder durent 4 à 5 ans, que le programme a commencé en 2021. Donc, on n'a pas encore ce cas de figure qui s'est présenté, mais c'est aussi dans l'idée de faire émerger parmi les meilleures technologies des startups qui pourront aller sur l'accélérateur ensuite. Voilà, donc je ne vais pas insister plus longuement sur ces portfolios et les programmes managers, mais sachez qu'ils existent et que si vous avez une technologie de rupture intéressante, ça peut être... Alors, ils n'ont pas vocation à vous dire votre projet il est bon, il n'est pas bon, mais ça peut être, avant que vous candidatiez, intéressant de vous faire connaître lors d'événements auxquels ils participent. Et alors, j'ai mis une petite croix sur ceux qui concernent donc les thématiques représentées par vos pôles aujourd'hui. Alors, l'évaluation d'un Pathfinder, comment ça se passe? Donc, c'est une évaluation en 2 étapes. Vous avez une première étape où votre projet est évalué par 3 à 4 évaluateurs indépendants à distance qui ne se rencontrent pas. Et à l'issue de leur évaluation, ces évaluations passent par un comité d'évaluation qui reprend toutes celles qui sont au-delà d'une note seuil et qui va établir, donc valider ou invalider, parfois ça peut arriver, des commentaires divergents. Donc l'idée est d'arriver à des commentaires convergents de la part des experts évaluateurs. Et ce comité va donc établir une liste de projets à financer et on va, je dirais,
en fonction du budget, partir du premier jusqu'à avoir épuisé le budget. Avec cette petite subtilité, mais dans laquelle je ne rentrerai pas aujourd'hui, des considérations de portfolio qui s'appliquent uniquement pour le Pathfinder Challenges. Donc, les critères, c'est les 3 grands critères que vous retrouvez dans Horizon Europe, hein, excellence, impact, mise en œuvre. Et comme on est sur des projets à bas TRL, l'excellence a un poids prépondérant à 60%. Donc, il s'agit de montrer que vous avez une vision à long terme et radicalement nouvelle. Hein, l'innovation incrémentale est bannie. Une originalité, une ambition, quelque chose de concret et disruptif. Donc cette fameuse high risk, high gain dont je vous ai parlé, une méthodologie qui malgré tout est faisable avec une gestion des risques cohérente et très important, une interdisciplinarité. Et quelque chose de concret, c'est une nouveauté 2025, c'est qu'ils insistent sur le fait que vous avez derrière une vision comment dirais-je, d'une innovation concrète qui va émerger de cette technologie. Donc, en termes, deuxième famille de critères donc sur l'impact, donc un impact à long terme sur la capacité de cette technologie à transformer l'économie, la société, à passer de la preuve de concept à un démonstrateur et aller ensuite à la capacité d'aller sur le marché, comment y aller, le potentiel d'innovation, tout ce qui est protection des résultats, donc capacité aussi à ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire se basant sur ces résultats, de les transformer en innovation, peut-être dans d'autres champs que ceux que vous avez imaginés, et puis les aspects de communication, de dissémination qui sont importants, inhérents à tout projet de R&D, c'est-à-dire à la fois faire connaître et accepter, puisqu'on est sur de l'innovation de rupture, donc accepter par les futurs usagers de cette technologie ces évolutions, mais également permettre ce que je viens de dire, donc l'exploitation des résultats. Bon, mise en œuvre, c'est quelque chose de classique, le plan de travail, l'allocation des ressources, le consortium, etc. Alors, pour vous dire que donc, le Pathfinder Open est malheureusement, mais je vous y encourage quand même, un peu victime de son succès puisque on voit qu'il est très recherché du fait que c'est parmi les rares projets de R&D, enfin programmes de soutien à la R&D à ce niveau de TRL dont les sujets soient complètement ouverts. Et du fait que les thématiques sont complètement ouvertes, ben, il suscite un engouement. Ce qui fait que et un budget qui est malgré tout limité, ce qui fait que le taux de succès a un petit peu baissé entre ces dernières années du fait d'un budget ayant un petit peu baissé mécaniquement après la fin des aides supplémentaires liées au post-Covid. Donc aujourd'hui, on est sur un taux de succès qui n'est pas tout à fait à 5%, mais en France, on a la chance d'avoir un taux de succès un peu plus élevé suivant les années, du fait, je dirais peut-être d'un écosystème favorable à une sélection peut-être plus forte en amont des projets qui peuvent aller vers le Pathfinder. Alors, quelques exemples maintenant pour être un peu concret. Donc, je vous ai mis des exemples dans le numérique. Hein, donc, avec ce projet Desire for EU, qui est coordonné par l'IPG donc à Grenoble, et qui se focalise sur le développement je dirais, de boards électroniques plus durables, avec des processus de recyclage plus efficaces pour introduire une économie circulaire dans l'industrie de la microélectronique. Le projet Spin Datacom, hein, qui coordonné par le CNRS et qui va focaliser sur, je dirais, un nouveau type de laser pour améliorer la technologie des communications. Le projet RAM Power, donc là, qui est porté par un industriel, Thales, qui focalise donc sur des systèmes comment dirais-je, on va dire d'émission réception à haute énergie pour des applications dans le domaine de la construction justement. Ensuite, dans le spatial, alors il faut savoir que le spatial, je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui dans le domaine aérospatial. Le spatial a fait l'objet d'un challenge dans le Pathfinder l'année dernière et l'année précédente, donc pas cette année, mais ça n'empêche pas de déposer en open.
Et donc quelques projets, donc projet Stratolaser qui consiste à développer un système laser, je dirais, de retrait des débris spatiaux déployés via des ballons stratosphériques. Un projet sur la propulsion, iProp. Donc là, on est plus sur l'aéronautique, hein, donc porté par Supaéro, sur, je dirais, des propulseurs à ions. Et puis un autre projet également en lien avec comment dirais-je, des nanocâbles basés, enfin des cellules solaires basées sur des nanocâbles pour plus résistantes aux radiations et donc plus adaptées aux environnements spatiaux, développés donc par notamment 2 universités suédoises et espagnoles. Donc vous voyez, on reste quand même sur des sujets qui sont encore assez loin du marché, mais qui ont un potentiel fort de disrupter ce marché sur ces domaines technologiques. Voilà pour le Pathfinder. Ensuite, nous allons passer aux transitions qui, comme son nom l'indique, permet de faire la transition entre des résultats en environnement de laboratoire, en environnement expérimental. Alors, laboratoire au sens large du terme, hein, ça peut être aussi des laboratoires au sein de PME ou quand on parle du domaine aérospatial, on a un certain nombre aussi de start-up du New Space qui participent à des Pathfinder. Donc en niveau expérimental, pour passer à un niveau de démonstrateur, donc TRL, on passe du 3.4 vers le 5.6, donc ça c'est l'EIC transition, et dans lequel on observe que l'on a à peu près la moitié des lauréats qui sont des PME, pour la plupart des spin-offs, des deep tech, enfin des essaimages de laboratoires académiques ou de centres de recherche. Les principes, c'est de mener en parallèle 2 choses, à la fois la maturation d'un point de vue technologique, donc le passage de TRL comme je viens de l'expliquer, mais en parallèle aussi une maturation du business plan, du business model, de la façon dont on va aller sur le marché ensuite. Donc c'est deux vraiment, on mène en parallèle dans une transition ces 2 activités, et donc il s'agit donc de faire une preuve de principe expérimental au-delà du laboratoire, donc en conditions réelles, dans des environnements d'application. Et puis, voilà, quelle est l'analyse du modèle économique durable, quelle exploitation, donc ça peut concerner des études de marché. La notion de propriété intellectuelle est très forte. Sachez que, ça c'est très important, quand quand vous déposez un EIC transition, il y a une analyse et que vous avez souvent vous partez peut-être d'un brevet qui a pu être déposé en phase de TRL plus amont. Ce brevet, il est analysé, enfin en tout cas la force de ce brevet, pas le fait qu'il soit valide ou pas, mais la force de ce brevet dans son environnement d'état de l'art concurrentiel est analysée pour le compte de l'EIC par l'Office européen des brevets. Donc l'Office européen, donc les évaluateurs savent que votre brevet, il peut être potentiellement pas antériorisé, mais pas très fort par rapport à d'autres brevets, ou au contraire s'il est très fort. Donc c'est quelque chose, la notion de propriété intellectuelle est très très importante dans la transition. Alors, quelques questions qui peuvent vous faire réfléchir. Est-ce que vous développez une technologie disruptive et créatrice de marché, que vous avez déjà une preuve de concept validée en conditions expérimentales, que le développement de votre technologie reste trop risqué pour attirer déjà des investisseurs privés, que vous avez encore besoin donc de financement public pour avancer dans TRL, dérisquer votre technologie, mettre en place un premier prototype, que vous avez besoin aussi de construire un business plan crédible. Hop, ça défile tout seul, excusez-moi. Et que vous avez une vision précise de ce vers quoi vous voulez aller. Donc là, si vous cochez toutes ces cases, vous pouvez aller sur une transition. Alors, la dernière phrase est pourtant importante. Le transition n'est pas ouvert à tous. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais tout de suite vous expliquer. D'ailleurs, je reviendrai sur les autres. Le transition, alors là, c'est une décision de l'Europe du fait de budgets qui ne sont pas extensibles. Il est réservé, pour pouvoir déposer une transition, il faut que vous soyez ou propriétaire
ou que l'on vous délègue l'usage de résultats de projets européens antérieurs, donc résultats au niveau TRL 3.4. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le temps tourne, mais sachez que c'est important d'être, ce n'est pas ouvert à tout un chacun si vous ne pouvez pas prouver que vous avez déjà des résultats issus d'un projet européen antérieur qui puisse être maturé dans la transition. Donc rapidement en transition, mais je l'ai déjà dit, ça peut être monobénéficiaire ou petit consortium. Ça finance jusqu'à 2,5 millions et c'est des projets d'une durée de 12 à 36 mois et un seul cut-off par an, enfin un seul dépôt par an, généralement en septembre, donc cette année le 17. Ce qu'on observe en France, c'est pas le cas partout. Vous voyez, en moyenne, on est entre 40 et 50% des projets qui sont en monobénéficiaire. En France, l'année dernière, ça a été 7 sur les 8. Donc, c'est peut-être une caractéristique un peu propre à notre écosystème de l'accompagnement des startups en France. Mais il se trouve que voilà, beaucoup de startups répondent à monobénéficiaire en France, mais c'est pas le cas général. Donc, rapidement encore, 2 étapes. Une étape écrite à l'issue de laquelle vous êtes, si vous êtes suffisamment classé au-delà du seuil d'éligibilité, invité à l'étape 2 qui est une interview face à 4 à 6 experts, un pitch de 10 minutes, des questions, réponses et ensuite un go no go pour vous financer. Sachez également que si vous n'êtes pas lauréat ou titulaire de résultats, ce que je viens de vous expliquer antérieur, vous avez des outils comme l'Innovation Radar qui vous permet de trouver des projets éligibles à maturation pour lesquels les porteurs peuvent, je dirais, vous octroyer les droits d'utilisation d'une partie de ces résultats pour maturation. Donc, on retrouve les 3 grands critères, excellence, impact et qualité de mise en œuvre. Là, avec aucune pondération, ils ont le même poids. Et où on va retrouver le caractère de disruption, de crédibilité technologique et commerciale, de méthodologie employée, d'avantages économiques et sociaux, de préparation, de préparation à l'investissement et la stratégie vers le marché, c'est-à-dire en quelque sorte c'est voulu, c'est pas obligatoirement, mais c'est voulu comme étant l'antichambre de l'accélérateur aussi. Hein. Donc, si vous êtes une start-up, est-ce que vous pourrez passer en fin de transition à l'étape suivante ou pas voilà. Puis la mise en œuvre, c'est des choses assez classiques. Donc, vous voyez qu'on est sur des taux de succès qui sont un peu plus élevés et en cohérence avec le reste d'Horizon Europe, hein, aux alentours de 10, voire même un peu plus au niveau français. L'année dernière, on a eu une bonne année 2024 puisque vous voyez qu'on a eu 7 projets retenus en coordination sur les 40 et à peu près 12 Français 12 partenaires français financiers. Alors ça reste un instrument qui n'est pas très connu, qui n'est pas énormément développé, mais qui peut être très intéressant pour des startups au niveau et des consortiums de recherche au niveau TRL 3.4 qui cherchent à maturer. Alors 2 exemples hein, dans le numérique. Donc un projet qui a impliqué Thales et Atos, enfin Eviden, donc pour développer, je dirais, des applications autour du calcul quantique avec déjà des usages pour les utilisateurs industriels. Un exemple aussi dans le spatial avec le Share MySpace, hein, qui est donc un projet qui focalise sur une station d'observation multitélescope permettant donc de faire une cartographie des objets spatiaux résidents et donc prévenir notamment c'est un peu un anti-collision pour la station spatiale internationale si vous m'autorisez ce raccourci très vulgarisé. Alors, à noter qu'il existe pour s'il y a des académiques parmi vous, une possibilité de vous faire financer au travers d'un instrument qui s'appelle le MRSEI proposé par l'ANR, l'appui au montage de projets Pathfinder ou Transition. Donc jusqu'à 30 000 euros de subvention pour vous faire appuyer, soit vous-même pour vos coûts de préparation, voire l'implication d'un cabinet privé. Toutes les informations utiles, vous allez les retrouver sur notre site et sur un certain nombre de liens et je reste à votre disposition pour toute question.
Alors, merci Laurent pour cette présentation très claire. Nous avons quelques questions, donc avec Laure, on va te les relayer. Alors, la première, bon, mais on va pas te la poser parce qu'elle concerne le IC Accelerator et on la posera à Jérôme. Hein. Jérôme, voilà, on viendra vers toi parce qu'il y avait une question pour le pourcentage de subvention. La personne demande si y a-t-il de l'avance remboursable demandée en suite de projet? Donc, bon, pour le IC Accelerator, le mode de financement, on y reviendra. Bon, après, il y a eu une question sur les acronymes. Là, j'ai invité la personne, en fait, on voudrait que vous définissiez les acronymes quand vous les utilisez pour la première fois. C'est vrai qu'à l'Europe, on utilise beaucoup d'acronymes. Bon, voilà, pour le prochain orateur. Mais sinon, j'invite la personne à nous poser des questions si elle est troublée par ces acronymes. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a un lien entre ERC POC et EIC Pathfinder? Alors, il y a un lien plutôt entre ERC POC et oui, l'ERC POC et l'ERC Pathfinder, c'est deux manières différentes, je dirais, de développer une technologie de rupture, pardon. L'ERC Pathfinder étant plutôt sur une approche pluridisciplinaire et avec cette idée de continuum que j'ai présentée. Par contre, l'ERC POC a comme outil de maturation naturelle de transition. Et on observe que beaucoup de projets, parmi les projets de transition, beaucoup sont issus, alors j'ai plus les chiffres pour 2024, mais dans les années précédentes, on était à pratiquement entre 30 et 40%, voire plus parfois, des projets de projets transition qui étaient issus de résultats d'un ERC POC, dont le ERC POC fait partie de ces résultats qui peuvent être maturés au travers du transition. Voilà. Par contre, l'approche initiale, elle est un petit peu différente. Ok, merci. Est-ce qu'on a une idée, alors tu l'as peut-être dit d'ailleurs, des budgets pour la France, donc sur ce IC Pathfinder Alors, Non, Fabienne, je pense que la question portait pour ça. Laurent a affiché des budgets sur l'EIC Pathfinder, le budget de l'appel. Et la question porte, est-ce qu'il s'agit pour la France ou l'Europe? Et les budgets qui sont annoncés par les PCN, c'est les budgets globaux. Hein. Oui, c'est les budgets globaux. Alors, je ne saurais pas vous dire combien la France a récupéré, particulièrement sur les 138 millions de l'année dernière. Je crois qu'on était le troisième pays en termes de volume de récupération, mais je n'ai plus les chiffres en tête. Mais les 138 millions, c'est bien pour l'ensemble de l'Europe. Et de toute façon, il n'y a aucun fléchage français puisqu'on est sur du projet collaboratif. Donc, de toute façon, il n'y a pas de fléchage français, quoi qu'il en soit. Mais en plus, on est sur du projet collaboratif, donc c'est assez difficile de le dire, si ce n'est qu'à compiler les parts respectives des différents bénéficiaires dans les différents consortia. Ouais, il faut se dire qu'il y a environ une grosse cinquantaine, entre 50 et 55 projets Pathfinder Open financés tous les ans et à peu près 7 à 8 par challenge projets financés chaque année sur le Pathfinder et environ une quarantaine de projets transition. Voilà. Ok. La prochaine question, comment avoir la liste des challenges? Est-ce qu'ils sont publiés quelque part, Laurent? Oui, ils sont publiés. Alors, vous les retrouvez sur le site de l'EIC. Vous les retrouvez sur le site français d'Horizon Europe en allant dans Pathfinder Challenges. Et par contre, voilà, vous avez tout sur la slide qui est affichée. Enfin, je ne sais pas s'il est toujours affiché, mais vous avez tout. Et on remettra le lien public des challenges dans le chat, comme ça vous pourrez y accéder. Par contre, juste en 10 secondes, ce qui est hyper important, c'est pas tant l'appel, c'est le guide du challenge. C'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. On a une question sur l'API. En fait, comment est gérée l'API sur ces projets Pathfinder ou Transition? Peut-être en quelques mots.
Alors écoutez, et gérer l'API, je ne C'est sais un peu pas trop large. comment répondre à la question, c'est un peu large. Tout ce que je sais, c'est qu'il est fortement à conseiller, enfin conseiller. C'est un plus que d'aboutir à une PI au travers de dépôt de brevets en fin de Pathfinder et d'avoir une PI déjà valide en début de transition. Et enfin également. Mais après, comment elle est gérée, je dirais ça dépend de chaque consortium, de chaque partenaire. C'est difficile de répondre de manière générique à la question. Mais sachez qu'elle est importante et comme je le disais, la force de votre pays est examinée notamment dans la transition. Merci. Alors, peut-être je te laisse poser la Oui, alors suivante. bien sûr, même si elle n'est pas bien claire pour moi, mais merci quand même à Guillaume Mohara qui l'a posé, peut-être précisé dans le chat. Un projet EIC Transition peut-il être basé sur un Pathfinder si ce Pathfinder a déjà eu un suivi Transition? Alors, je ne comprends pas bien le mécanisme, Si, je mais comprends. merveilleux. J'ai compris la question. Si c'est une application différente, 1. 2, que les dates de fin du Pathfinder soient encore compatibles, puisqu'il ne faut pas qu'elles excèdent 30 mois avec la date de dépôt, oui. Il n'y a pas de limitation, mais à condition que ce soit une exploitation sur des résultats, une exploitation différente des résultats et que le projet Pathfinder ne soit pas trop ancien. Merci Laurent. La question suivante. Donc, si ce genre de projet, donc j'imagine le transition peut s'appuyer sur un projet EU précédent, peut-il s'appuyer sur de l'API ne provenant pas d'un projet européen déjà financé? Alors oui, en fait, oui avec quelques bémols. Il y a une condition d'éligibilité qui est de pouvoir justifier soit d'être titulaire, soit d'avoir l'autorisation d'utiliser des résultats d'un projet antérieur européen, selon une liste. Je ne vous ai pas passé en détail parce qu'on n'avait pas le temps, mais vous pourrez la voir. Ce projet antérieur n'est pas forcément le cœur de la technologie que vous allez maturer dans le transition. Donc ça peut en être une partie et l'autre partie peut provenir d'une pays qui vous est propre. Donc c'est possible. Voilà. Simplement, il faut quand même qu'il y ait un lien avec ce projet antérieur qui lève l'éligibilité quelque part du fait que vous déposez en transition, mais ça n'est pas forcément le cœur du projet. Et on a des exemples concrets de projets financés dont c'est le cas. Ok. Très bien. Alors, est-ce qu'un précédent financement ESA peut convenir pour un projet EIC Transition? Non. Ah, ben voilà. Très Très clair. bien. Hop, hop, hop. Il y en avait une Alors autre qui... ESA non, mais par contre je le dis parce que peut-être que parmi vous, parmi tes adhérents, Fabienne, Fonds européen de défense, oui. Oui. Certains instruments du Fonds européen de défense, mais ESA non. L'ESA n'est pas mentionné effectivement parmi les guichets. Les guichets sont clairement identifiés des projets précédents. Et Fonds européen de défense, oui, à condition de viser bien sûr une application civile dans le lycée. Bien sûr. Dernière question avant qu'on passe à l'EIC Accelerator. Comment le projet, alors j'imagine aussi Transition, contribuera-t-il au transfert de l'API de l'organisme de recherche vers l'industrie? Ou alors le Pathfinder, les deux peuvent convenir. Alors en fait, sur le transition, vous avez deux options qui sont possibles. Enfin, deux options. Vous en avez plus que deux, mais principalement deux. C'est soit le consortium de recherche participe aux transitions et établit la création d'une spin-off ça fait partie de l'objet du projet transition et la spin-off, elle est créée à la fin. Et peut-être que cette spin-off, ce sera un futur déposant de l'EIC Accelerator, mais pas forcément. Soit elle a déjà été créée en fin de Pathfinder ou avant, enfin, et elle a déjà été créée et elle
va mener le projet de transition soit seul, soit avec son organisme d'origine. Alors, la seule contrainte, c'est que si elle le mène avec son organisme d'origine, ça veut dire qu'on rentre dans une notion de consortium, il faut avoir des partenaires d'un autre pays avec. Mais sinon, en général, ce qu'on observe, c'est soit un consortium avec plutôt des académiques qui décident de créer une ou plusieurs spin-offs d'ailleurs à la fin du projet, soit une spin-off déjà créée qui va mener seule son transition. Voilà. Enfin, j'espère avoir répondu, mais sinon que Oui. la personne qui a posé la question n'hésite pas à me contacter pour plus de détails. Merci, merci Laurent. Il y avait une question sur le lien vers l'Innovation Radar. J'ai pas fait attention, mais peut-être que tu l'as mis sur Ouais, tes planches. je l'ai mis. Voilà. Ok, parfait. Merci. Alors, je vous propose de donner la parole maintenant à Jérôme pour le IC Accelerator. Merci. Merci bien. Hop. C'est parti. Alors effectivement, des acronymes, on utilise quelques-uns. Donc peut-être un truc tout bête. EIC, c'est pour European Innovation Council, qu'on traduit par Conseil européen d'innovation. On a évoqué aussi PCN, c'est pour Point de contact national. Alors, donc on fait partie des points de contact nationaux. Alors le IC Accelerator, j'en ai dit quelques mots brièvement lors d'une planche un peu récap. C'est un financement en subvention, donc ça répond déjà à la question, on ne parle pas du tout d'avance remboursable. Donc c'est la subvention qui peut représenter, qui va jusqu'à 70% de l'assiette des dépenses qui est présentée. On n'a pas de question de fonds propres, c'est-à-dire que si on fait le parallèle avec les dispositifs régionaux ou nationaux, où très souvent c'est la règle des 1 pour 1 qui prévaut, là ça n'existe pas, il n'y a pas de condition de fonds propres. Quand on parlait de blended finance, donc un mix entre subvention et intervention en equity, même s'il y a d'autres alternatives possibles, l'equity peut aller jusqu'à 10 millions d'euros. Pour ceux qui ont connu le IC, l'accélérateur précédemment, on était à 15 millions d'euros. Là, c'est entre 500 000 et 10 millions d'euros. Et en plus de ce financement, subvention et ou investissement, il y a ce qu'on appelle les Business Acceleration Services, c'est-à-dire de l'accompagnement, ça peut être de la mise en relation avec des investisseurs potentiels, c'est de la mise en relation avec des grands comptes à l'échelle européenne, il peut y avoir du coaching, etc. Donc ça, c'est aussi être capable de soigner des lauréats et ça passe pas que par du financement. Tout comme Pathfinder qui a été évoqué, il y a une notion d'open et challenge. Une différence peut-être un peu notable par rapport à Pathfinder, nous on a coutume, alors quand je dis nous, c'est nous, l'équipe des points de contact nationaux, c'est qu'il faut d'abord regarder si l'entreprise et le projet qu'elle souhaite déposer rentrent vraiment dans le scope de l'EIC, avant même de s'intéresser à open ou challenge. Finalement, si je rentre dans un challenge, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais ça ne va pas être l'élément déterminant. C'est pas parce qu'il y a des mots-clés qui semblent vous parler et coller à ce que vous faites que vous êtes forcément, c'est forcément la bonne porte pour vous. Donc ça c'est un premier point qui est à mon sens assez essentiel. Alors il y a des challenges, il y a 5 challenges sur 2025, il y a les budgets qui sont indiqués. Alors ce sont des budgets à titre indicatif. C'est-à-dire que il n'est pas rare de voir peut-être une sous-consommation sur une ligne challenge qui va être ensuite réexploitée pour financer des projets open. Donc ça c'est un autre élément. Vous voyez en rouge des challenges qui semblent en lien avec la coloration qui est donnée au webinaire. Néanmoins, le dia peut être dans le détail parce que par exemple sur le dernier challenge sur la partie mobilité, on peut parler d'aircraft dans ce challenge-là. Donc il y a un premier challenge, donc vous l'avez bien vu hein, sur la partie open, il y a 384 millions d'euros et puis après on a 50 millions d'euros par challenge. Encore une fois, c'est loin d'être immuable puisqu'il peut y avoir de vases communicants. Donc il y a tout ce qui est matériaux avancés, qui est une thématique assez forte. Il y a aussi tout ce qui est IA générative. Ça c'est aussi, il y a un détail hein, qui est donné sur les challenges. Je ne rentrerai pas dans le détail faute de temps. Et puis en plus, ça ne va pas vous donner une indication majeure. Ce qu'on peut être amené à faire nous en tant que PCN, d'ailleurs dans certains cas, lorsqu'il y a une question, c'est-à-dire qu'il y a un projet, on se dit mais on n'est pas sûr que ça rentre dans un challenge. Il n'est pas rare de voir, d'interroger ce qu'on appelle les programmes managers qui ont été évoqués par Laurent pour se dire est-ce qu'on est dans le scope ou pas. Et trop souvent d'ailleurs la réponse qui est donnée c'est si vous ne sentez pas totalement à l'aise dans le challenge ou il y a un doute, de façon plus légitime, aller sur de l'open. Et puis il y a tout ce qui relève de l'espace, les services, les opérations, la robotique et tout ce qui est technologie innovante en orbite. Là aussi c'est évoqué, il y a quelques points clés qui sont à suivre. Mais encore une fois, ce n'est pas l'élément déterminant. C'est la cerise sur le gâteau. Oui, si vous rentrez pleinement dans un challenge,
et que vous êtes bien dans le scope EIC Accelerator, il faut y aller plutôt en challenge. Par contre, s'il y a un doute, plutôt basculer sur l'open. Sur les critères d'éligibilité, c'est PME avec, je l'ai dit déjà précédemment, une souplesse sur PME, mais ça peut aller entre 250 et 500 employés. Donc, il y a des startups deep tech, il y a des PME deep tech, parce qu'en règle générale, c'est de la deep tech qui est financée, et ça reste pas cantonné à cette notion de PME définition européenne. Il y a une notion de sécurité économique, je passe ça sous silence volontairement. Nouveauté 2025, c'est impérativement des projets qui sont déjà à TRL 6 à minima. Ça veut dire que si vous êtes à TRL 7, bien entendu, vous pouvez candidater à l'EIC Accelerator. Mais la donnée d'entrée, c'est qu'il faut être impérativement à TRL 6. Alors déjà, peut-être que la notion de TRL n'est pas connue par tous. Et dans les supports qui sera fourni, sera également disponible cette fameuse échelle. Donc l'échelle TRL, c'est pour le niveau de maturité d'une technologie. Ça va de 1 à 9. 9, allez, ça y est, on y est. Donc, on voit bien qu'on est sur des projets qui sont plus ou moins matures. C'est pas toujours simple à appréhender parce qu'il y a la notion de à quel niveau de TRL est mon projet versus à quel niveau de TRL sont mes différentes briques techno. Voilà, donc ça, c'est souvent un point à évoquer. Néanmoins, tout ça, c'est du déclaratif. C'est-à-dire que c'est à vous de dire je suis à TRL X ou Y. En règle générale, on apporte une argumentation qui permet de laisser penser que vous êtes au bon TRL que vous indiquez. Néanmoins, il n'y a pas un élément en gros en certifiant que vous êtes bien à TRL 6 à minima. Mais encore une fois, vous pouvez être à TRL 7. La notion de TRL est importante, au-delà d'une notion de est-ce que je suis éligible, est-ce que je peux candidater à l'EIC Accelerator, c'est aussi un élément déterminant, c'est que les activités, j'ai parlé de ce mix entre subvention et equity, dès lors que vous n'êtes plus, vous êtes dépassé le TRL 8, donc vous êtes à TRL 9, il ne peut pas avoir de la subvention qui vient financer des activités qui sont à TRL 9. En revanche, l'equity, l'argent n'a pas d'odeur, peut venir cofinancer des activités à TRL plus bas et qui sont aussi couvertes par la partie subvention. Il y a aussi la pertinence du projet au regard de l'EIC Accelerator, et tout ça, ce qui apparaît à l'écran, ce sont plutôt des faisceaux d'indices. En règle générale, les candidats et les lauréats EIC Accelerator, ils ont des liens très forts ou sont issus de la recherche académique ou privée, bien entendu, qui sont passés par toutes les étapes de financement de l'innovation. Ils mobilisent du GEI, du crédit impôt recherche, du crédit impôt innovation, les bourses French Tech, les aides au développement Deep Tech, ils ont eu du e-lab, ils ont pu avoir du Innov, ERC, EIC, etc. Voilà, ils ont, pour arriver déjà à ce niveau de maturité technologique sur la partie Deep Tech, c'est qu'ils ont dû, en règle générale, mobiliser pas mal de financement public, et aussi la majorité des lauréats, en tout cas français à l'EIC Accelerator, sont des gens qui ont déjà fait des tours de table. C'est pas que du pré-seed, ça peut être parfois même déjà de la série A. Projet risqué, par définition, et d'ailleurs c'est ce qui justifie l'intervention de l'EIC Accelerator sur ce type de projet. Il y a de l'incertitude, même à TRL 6, il y a de l'incertitude. Il y a de l'incertitude bien entendu sur le potentiel de scale-up, mais on voit bien qu'il y a quand même une notion de time to market et qu'il faut aller relativement vite. Donc il y a l'idée au travers de l'EIC Accelerator, il porte ce nom pour ça, d'accélérer le déploiement de la technologie. Et en règle générale, ce sont des projets qui ont des besoins financiers importants. On est vraiment sur une intensité capitalistique très forte. Et en gros, avoir ratissé toutes les aides publiques ne suffit pas, avoir fait des levées de fonds ne suffit pas toujours, et que pour franchir cette étape-là, il faut un coup de booster. Donc, il y a ces besoins financiers qui sont très conséquents. J'évoquais le fait que l'EIC Accelerator avait été construit autour de cette notion de blended, donc le mix entre subvention et equity. Néanmoins, il existe deux autres régimes, une intervention qui se fait qu'en subvention, et une intervention qui peut se faire qu'avec de l'equity. La règle générale, et très majoritairement, les lauréats sont des lauréats blended. Ça n'interdit pas du tout de candidater en grant only ou equity only, mais c'est juste qu'il faut étudier ça au cas par cas. Comme je l'ai dit précédemment, si vous candidatez sur grant only, c'est-à-dire que je ne demande que la subvention, ça peut être TRL 6-8 uniquement, ça n'a pas vocation à financer après le TRL 8. Et là, on parlait de la souplesse sur cette notion de PME. Sur grant only, ça peut être que start-up ou PME au sens communautaire du terme. D'autre part, et ça ne veut pas dire que quand je candidate à grant only, j'ai un dossier différent. Bien au contraire, c'est qu'il faut aussi rassurer sur l'idée que je candidate pour avoir uniquement la subvention, mais qu'est-ce qui laisse penser les différents évaluateurs qui vont se pencher sur votre dossier que vous serez capable de lever l'argent qui sera nécessaire pour aller plus loin.
Dénominateur commun, ça reprend 70% des coûts. Alors là, il est indiqué coût de R&D, j'ai envie de dire coût de R&D et d'innovation, parce qu'il n'y a pas que la R&D au sens strict dans l'assiette des dépenses. Donc c'est 70% des dépenses. Petite particularité, quand on parle d'investissement, puisque ça ne dit pas de mettre de l'investissement, ça va être que l'amortissement de l'investissement. Par contre, si vous développez un proto qui a vocation peut-être être cassé ou j'en sais rien, là, ça va être 70% du coût du proto en question. Par contre, si vous faites un démonstrateur échelle 1 et potentiellement vous allez faire du chiffre d'affaires avec ce démonstrateur-là, on sera uniquement sur la partie amortissement. Très important, qu'on soit en blended ou equity only, ça change absolument rien, c'est que l'EIC Fund, qui est le vecteur qui est capable d'investir en equity dans la société, n'a pas vocation à être lead investor. Ça, c'est un point essentiel. Et c'est vrai que pour le dire autrement, on peut être L'Oréal EIC Accelerator, en blended ou en equity only. Si jamais l'entreprise n'arrive pas à identifier un lead investor, l'EIC Fund dira « je m'arrête là ». Donc ça, c'est un élément très important à prendre en considération et pas de se dire « tiens, je candidate, j'ai besoin de 10 millions d'euros, je vais demander 10 millions d'euros à l'EIC ». Non, parce qu'il ne veut pas être lead investor et donc ça veut dire qu'il n'ira pas au-delà d'ailleurs 50% de la levée de fonds. Il peut y avoir de la souplesse entre ce qui est demandé et puis ce qui est réellement reçu. Donc parfois il peut y avoir 2 millions d'euros en additionnel. Ça arrive, mais c'est vraiment au cas par cas. Et il y a ce qu'on appelle les follow-up investments, c'est-à-dire que le fonds ici ne s'interdit pas, si besoin, de remettre au pot, donc sur les investissements de suivi, pour les entreprises dans lesquelles elle a déjà investi, bien entendu. Sur le processus d'évaluation et donc de candidature, donc il y a 3 étapes, et j'ai envie de dire, il y aurait même une 4e étape, c'est-à-dire que la 4e étape, elle n'apparaît pas à l'écran, elle n'apparaît pas par la suite, mais elle me paraît essentielle, c'est que vous pouvez très bien déclarer à l'issue de l'étape 3 L'Oréal EIC Accelerator. Derrière, vous avez quand même une étape 4 qui est la due diligence avec le fonds EIC, en tout cas pour ceux qui candidatent sur du blended. Et la due diligence peut arriver à la conclusion, c'est votre projet, j'y crois pas, je n'investirai pas dedans. Donc ça, c'est un élément aussi important. Je peux très bien, alors ça arrive très rarement, hein, mais voilà, c'est un élément à prendre en considération. Sur les différentes étapes, il y a ce qu'on appelle la short proposal, donc une application qui se veut légère, et tout est relatif néanmoins. C'est-à-dire qu'il faut fournir un pitch deck de 10 slides, une vidéo de 3 minutes, et puis un dossier de 12 pages où vous allez répondre aux questions. Donc c'est un template, il faut répondre à ces questions un peu bêtes et méchantes. Là, ça se passe par un dépôt sur le portail Funding and Tenders. Il faut déposer, en fait, il y a une relève qui se fait le premier mardi de chaque mois à 10 h. Donc, bien entendu, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, si vous y prenez mal, il peut y avoir déjà un mois où il ne va rien se passer pour vous. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération en termes de rétro-planning avec la candidature en full proposal. La short application, donc les différents documents vont être évalués par 4 évaluateurs et il faut impérativement 3 go sur 4 pour avoir le droit de candidater à la full proposal. Lorsque vous dites, vous avez votre diplôme, j'ai réussi à passer les short application, vous avez le droit de candidater à la full proposal. Full proposal, il n'y a que 2 dates de relève en 2025. 12 mars, on n'en parle pas, elle est passée. Et donc la prochaine, c'est le 1er octobre. Là, c'est 17 h en heure limite. On est sur un dossier qui est nettement plus copieux, c'est 50 pages. Là aussi, il y a un template à respecter, mais qui laisse quand même beaucoup de, à mon sens, de latitude, et c'est plutôt bien fait pour le coup, beaucoup de latitude, enfin un peu de storytelling. C'est pas répondre à des questions, c'est vraiment que vous avez capacité, même s'il peut y avoir la redondance vu la structuration du document, mais de raconter une belle histoire. Et au-delà de ce dossier de 50 pages, il y a un pitch deck à fournir. Point très important, c'est que ce pitch deck-là, il a vocation à être utilisé ici pour l'interview. Donc en fait, il faut qu'il arrive à jouer sur deux tableaux, être suffisamment autoportant pour être largement compréhensible par quelqu'un qui le lit, puisque la full application, c'est une évaluation sur l'écrit, et suffisamment séduisant pour être capable d'accompagner votre pitch pendant 10 minutes si jamais vous êtes retenu à l'issue de l'étape 2. En plus de ça, il y a la vidéo qui peut être la même que sur la short proposal, bien entendu. Il y a un budget détaillé, il y a les besoins en termes de financement, il y a tout ce qui concerne l'ownership, où est-ce que vous en êtes de le contrôle et qui contrôle la société. Il y a, et ça on le met en rouge, au-delà des CV des personnes, etc., il y a 2 éléments qui me paraissent très importants. C'est ce qu'on appelle la freedom to operate. Donc la freedom to operate, ça va être un document qui en général est rédigé d'ailleurs par un CPI, par un conseiller en propriété intellectuelle,
qui va indiquer où est-ce que vous êtes de la liberté d'exploitation par rapport à vos brevets, etc. Donc ça, c'est des éléments qui sont largement pris en considération. Et puis, il y a aussi les lettres de soutien. Alors, les lettres de soutien, ça peut être aussi bien des investisseurs potentiels, ça peut être vos clients futurs, vos prospects, tous les partenaires un peu stratégiques. Et en gros, tout ce qui démontre quelque part qu'il y a de l'appétence autour de votre projet, qu'il y a une traction de marché. C'est l'élément important, et c'est pas parce qu'ils apparaissent en annexe que les évaluateurs vont lire. Moi, je pars toujours du principe qu'un évaluateur est un feignant. Donc, en fait, il faut aussi lui prémâcher le travail, que ça soit dans le pitch deck ou dans le dossier de 50 pages. S'il y a des éléments aussi importants, il ne faut pas se dire, bah si, ils liront les annexes. Non, non, c'est-à-dire d'indiquer qu'a priori, il y a des gens qui vous suivent, et d'indiquer aussi bien pitch deck que dossier de 50 pages. Là, ce sont 3 évaluateurs, et il faut impérativement, je simplifie le discours parce que c'est pas totalement vrai, mais en fait, il faut qu'à un moment donné, en bout de course, il y ait 9 go sur 9. Laurent a présenté les 3 familles de critères. Là, on est sur la même famille de critères, mais là, par contre, il n'y a pas une question de pondération, il faut 9 go sur les 9 critères. Et quoi qu'il en soit, c'est un exercice avec un effet structurant, même pour ceux qui ont déjà fait des levées de fonds, qui ont déjà leur business plan, bah, mine de rien, de répondre à une candidature full proposal, bah, ça structure parce que parfois, c'est mettre de l'écrit sur des choses qui sont largement oralisées. Et puis, si jamais vous êtes retenu à l'issue de la full proposal, ce qu'on espère toujours, nous, en tant que PCN, c'est qu'il y ait plein de candidats français et qu'il y ait plein de lauréats français en bout de course. Il y a des dates d'interview. Donc, par exemple, si vous candidatez le 1er octobre, on sait déjà, même si ça peut bouger à la marge, c'est que les interviews à Bruxelles, puisque c'est en déplacement, ça sera entre le 19 et 23 janvier. Et là, à Bruxelles, qu'est-ce qui se passe? C'est 10 minutes de pitch, 35 minutes de questions-réponses. Et là, vous venez qu'avec le pitch deck qui a été utilisé, comme je l'ai indiqué précédemment, à la full proposal. Et 2-3 semaines après, plutôt 3 d'ailleurs que 2, on est informé sur est-ce que mon projet est retenu ou pas. Et en fonction, ça enclenche l'étape 4, aussi bien la partie due diligence que la partie contractualisation sur le volet subvention. Alors, on a fait un peu alors, quand on parle de l'EIC accélérateur et globalement l'EIC, ça assortit très souvent d'un taux de succès qui est relativement faible. Moi, ce que j'ai coutume de dire, en revanche, c'est que 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc, ça, c'est un élément important, c'est que la France se positionne très bien puisqu'on ressort en tête avec 106 lauréats parmi les 700 lauréats sur la période juin 2021, février 2025. Les taux de succès, en règle générale, ont un taux de succès qui est supérieur à la moyenne, aussi bien sur la partie short proposal que la partie full proposal que le ticket moyen. On a une tendance à demander plutôt des gros tickets. Alors, gros tickets, c'est sur la partie equity. Et là, j'ai mis des liens qui, à mon sens, sont assez utiles puisque ça référence l'ensemble des lauréats, aussi bien européens que français, à l'EIC Accelerator, ce qui permet d'avoir un peu des éléments d'appréciation. Peut-être qu'il y a certains de vos concurrents, collègues, etc., qui ont pu déjà être financés par le l'EIC Accelerator. Donc, avant d'y aller, il faut être informé de qui a déjà été financé, bien entendu. Et ce n'est pas parce qu'un concurrent a déjà été financé, c'est que ça vous interdit de candidater à l'EIC Accelerator. Bien au contraire, j'ai envie de dire. Profil type, mais avec des écarts types assez importants. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Âge moyen, ce sont des sociétés de 5-6 ans, 10 à 15 employés. Mais là aussi, c'est très variable d'une filière et d'un projet à un autre, qui ont des liens très forts avec l'enseignement supérieur et la recherche. 56% des lauréats ont eu du e-lab et ou du Innov, ce qui veut dire aussi que presque 50% ne l'ont pas eu. Hein, donc là aussi, c'est largement interprétable sur ce même chiffre. En règle générale, ça, par contre, ça c'est un élément, c'est très factuel, c'est que plus de 75% des lauréats français ont déjà fait une levée de fonds. Et je crois qu'on était sur des levées de fonds qui étaient à minima d'1 million, mais là aussi, l'écart type est énorme puisqu'on a eu des lauréats français qui avaient déjà fait des levées à 50 ou 60 millions d'euros. Ça ne court pas les rues non plus, mais on le voit bien qu'il y a quand même une certaine souplesse sur le profil type. Là, on a mis quelques exemples. Alors, c'est probablement des noms qui vous connaissent. Là, c'est sur l'espace et engineering. Je ne vais pas rentrer dans le détail de leurs projets, surtout qu'en plus, ce sont des projets publics. Donc là, vous avez libre accès. D'ailleurs, certains sont probablement membres des pôles de compétitivité qui sont à la manœuvre aujourd'hui. Là, sur le volet informatique. Alors, sur la partie informatique, tout ce qui relève plutôt ce qu'on évoque comme la tech, qui est simplifié par la tech, tout ce qui est numérique, plateforme, SaaS, etc., c'est compliqué. On a peu de retours de projets qui passent là-dessus. Et là, toujours sur le digital, quelques noms pour le moment que vous connaissez pour certains. Ce qu'on note, je voudrais laisser la place avec quelques questions, donc je suis un peu bavard. Quantique et spatial, ça a globalement assez bien soutenu, donc avec un taux de succès qui est relativement important.
Semi-conducteur, mitigé parce que il y a un soutien politique très fort sur le semi-conducteur, mais les évaluateurs semblent assez dubitatifs sur certains projets. Et le digital, c'est ce que j'évoquais, parfois c'est un peu compliqué parce que c'est le sentiment que le digital, au sens plateforme, etc., peuvent très bien facilement se financer par ailleurs et qu'il n'y a pas que le marché, il n'y a pas une défense de marché là-dessus. Et puis, il y a un engouement sur l'IA, et ça, c'est une mention de Gorka qui a sur la coordination, c'est attention à l'IA, un peu tarte à la crème, tout le monde a tendance à mettre de l'IA, etc., pour faire bien. Il y a une différence entre des projets où c'est un squelette véritablement autour de l'IA, et puis des projets qui vont faire appel à l'IA, mais le cœur du réacteur, il est clairement pas sur l'IA. Il y a un nouveau dispositif, au-delà de l'EIC Accelerator, qui a été lancé en 2025 avec une enveloppe de 300 millions d'euros, qui s'appelle l'EIC Step Scale Up. Alors, point de départ, Step, alors, si vous entendez parler, ça peut être un truc un peu fumeux, un peu étrange pour vous, c'est qu'il y a 11 programmes qui ont été labellisés Step, dont Horizon Europe, et qui ça inclut l'IIC. Dans Step, en fait, il a été déterminé l'idée qu'il y ait des thématiques fortes, phares, sur lesquelles l'Europe doit investir. Et ce qui se passe pour le IC Step Scale Up, je vais le dire juste après, c'est sur ces 3 thématiques, 3 blocs technologiques au sens très large du terme, on dit on veut accompagner plus fortement. Et là, c'est uniquement de l'investissement, qui peut aller de 10 à 30 millions d'euros côté fonds IIC, mais sur un tour de table qui est beaucoup plus important. Et en règle générale, on est plutôt sur des tours de table de 30 à 150 millions d'euros, donc on n'est pas du tout sur le même... c'est largement complémentaire avec le VC Accelerator d'ailleurs. Donc on est vraiment que sur l'equity, et on parle vraiment de scale-up de façon assez importante. Il y a eu une première relève, et donc dans un petit exemple, théoriquement il devait y avoir 4 relèves, je pense qu'on aura plutôt 3, puisque sur la première relève, il y a déjà la moitié du budget qui a été consommé. 150 millions d'euros qui vont être distribués sur 7 lauréats, dont 3 français. Donc, ce qui veut dire qu'il restera 50% sur théoriquement 3 relèves. Je pense qu'on sera plutôt sur 50% sur 2 relèves. Donc, certains là aussi, doivent vous parler, Pascal, Infinite Orbit, c'est Zadian sur la partie française. On voit que sur les 7, il y en avait 4 qui sont des lauréats précédents le IC Accelerator, un qui était lauréat le IC Accelerator pilote, c'est-à-dire la version 2019-2020, et 2 qui n'avaient aucun lien avec l'IIC. Et d'ailleurs, en atterrissage, l'IIC disait on pense qu'on sera à 50-50, 50% qui seront issus de l'EIC Accelerator, 50% qui n'avaient pas de lien avec le IC Accelerator. Et puis derrière, l'accompagnement EIC Accelerator et EIC Step Scale Up, il y a une équipe, donc je suis un des membres de l'équipe. La coordination est assurée par Gorka, qui est intégralement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et les autres profils, on a différentes casquettes. Pour ma part, je suis le délégué général de l'ASRC de France Innovation. Carole Miranda, PCN également, bien entendu, est à la NRT. Et Christian Dubarry, Gilles Le Goguen et Emilio Carrera-Félix ont une casquette BPI France. Vous avez l'adresse générique de l'équipe. Et puis, vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Et en termes d'accompagnement, il y a un volet de diagnostic et qui est très largement complémentaire avec ce qui peut être proposé par les pôles de compétitivité, puisque je crois que Laure va en toucher 2 mots également. Il y a une notion de diagnostic, c'est qu'avant de se lancer dans le IC Accelerator et puis globalement dans un projet européen, il faut idéalement s'assurer qu'on ait à peu près des voyants ouverts, parce que c'est un travail qui est loin d'être anodin. On n'y va pas pour voir, parce que derrière, c'est quand même assez chronophage, donc il faut bien s'assurer qu'a priori, vous êtes bien dans les clous. Donc, il y a l'accompagnement là-dessus, il y a l'accompagnement sur la création d'une boîte d'outils, les cycles de webinaires, et puis des ateliers de préparation, de relecture qu'on peut faire avec les EN régionaux. C'est Enterprise Europe Network, c'est un réseau qui est cofinancé par la Commission européenne, incarné très souvent par les CCI ou les agences régionales d'innovation, et qui travaille très bien aussi avec les pôles de compétitivité. Donc, ça veut dire que sur ces ateliers de relecture, il peut y avoir des pôles de compétitivité qui sont présents. Et puis, on fait aussi un exercice, les zéros blancs, c'est-à-dire que toutes les sociétés qui ont passé la full application, qui sont attendues à Bruxelles, nous, PCN, en complémentarité avec EN et pôle de compétitivité, on organise des pitchs blancs. Donc, ça vient s'inscrire sur une phase de préparation avant de monter à Bruxelles. Et puis, il y a un travail aussi, bien entendu, de suivi et de monitoring des lauréats. Il existe des aides financières au montage. Une aide nationale qui s'appelle Diag Europe, qui est opérée par BPI France. Et puis, il peut y avoir des aides régionales. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise à sa propre aide, tout comme Pays de la Loire et PACA. Voilà.
Vous retrouvez ces liens de toute manière dans la présentation. J'en ai terminé. Alors, on a une question bien précise. Le TRL6 doit être-il atteint au début du projet ou lors de la soumission? C'est lors de la soumission. C'est-à-dire que je dois être à minima, je dois avoir fini mon TRL5, donc je dois être à minima TRL6. Lorsque je candidate, je peux être au-delà de TRL6, hein, je peux très bien candidater à TRL7, c'est absolument pas interdit, mais voilà, c'est un critère d'éligibilité. Je dois déclarer d'avoir bien atteint à minima le TRL6. Enfin, d'avoir finalisé mon TRL5. Voilà. Donc, il y a une question aussi, Jérôme, par rapport à qui est-ce qui est valide ces TRL en fait. Donc, est-ce que la justice doit déjà être écrite dans le dossier? Comment voilà. Bon. Alors, il n'y a personne, il n'est pas demandé à ce que quelqu'un, un organisme tiers, vienne certifier que oui, ce que j'ai vu, ça prouve bien que vous avez terminé votre TRL5 à minima. C'est des faisceaux d'indices qui doivent être distillés en fait. Hein. Il faut apporter des éléments de preuve, c'est des éléments qu'on peut mettre en annexe, ça peut être des résultats de tests, des choses comme ça, ou des premières commerciales, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a personne qui va venir juger sur pièce. En revanche, il peut y avoir, notamment sur l'étape 4, la partie due deal, etc., des experts qui sont nommés, qui peuvent très bien débarquer chez vous, à la demande de la Commission européenne. Donc, à un moment donné, on peut se dire, tiens, sur le papier, effectivement, je peux indiquer ce qu'on veut. Par contre, potentiellement, ça va se voir à un moment donné. Voilà. Donc, on est vraiment sur apporter la démonstration que je suis bien dans les clous et voilà ce que j'ai déjà fait. Et d'ailleurs, très souvent dans les copies, on voit un peu la roadmap technologique avec les différents TRL qui ont déjà été atteints et puis avec des éléments de preuve en face, quoi. Ok. Très bien. Jérôme, de façon générale, comment s'articulent ces fonds-là par rapport à ceux proposés par des organismes plus spécialisés, typiquement pour le spatial, l'ESA? Alors, je connais moins bien les financements de l'ESA, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais ne serait-ce que l'intervention sur une subvention à 2,5 millions, non condition des fonds propres, et l'intervention en equity, le dispositif tel qu'il est conçu aujourd'hui, il est quand même assez unique. C'est-à-dire que vous allez au niveau national ou régional, ça n'existe pas. Le fait que ça soit déjà conditionné aux fonds propres, ça c'est quand même assez singulier. Et puis ce mix subvention et equity, alors je ne connais pas les modalités d'intervention de l'ESA, hein, donc peut-être que je suis à côté de la plaque et auquel cas il ne faudra pas hésiter à me le dire. Mais on est quand même sur un dispositif qui est quand même très particulier et qui, à mon sens, très probablement complémentaire avec ce que propose l'ESA, hein, et d'autres acteurs d'ailleurs. Bah, je confirme, en fait, si je peux me permettre. En fait, oui, le dispositif EIC est unique. Hein. L'ESA, bien sûr, finance beaucoup de R&D et parfois s'articule avec la Commission, ou notamment sur Horizon Europe, hein, il y a Espace, hein, mais l'EIC, c'est relativement unique. Voilà. Alors, il y a une question ensuite qui concerne la sous-traitance. Est-ce qu'il est possible pour un accélérateur monoporteur d'avoir des activités de sous-traitance? Et si oui, à quel montant? Alors oui, dans la question d'ailleurs, il parle de monodéposant. Le EIC Accelerator, c'est bien que du monodéposant. Alors je ne sais pas si la question porte aussi sur, de façon rétroactive, à Pathfinder et transition. Mais en tout cas, sur l'accélérateur, oui, il est possible d'avoir de la sous-traitance. En règle générale, on parle de 30%. Mais dans les faits, parfois, c'est un peu plus que ça, et c'est là où il y a intérêt d'avoir l'equity, puisque j'ai envie de dire, l'argent, ce que j'ai déjà dit, l'argent n'a pas trop d'odeur. Donc, quand vous faites, par exemple, si on prend le cas de la biotech, quand on fait des essais cliniques, de facto, ils seront, ce qui n'est pas la thématique du jour, mais c'est pour donner l'illustration, de facto, c'est une grosse part du budget, c'est de la sous-traitance. Voilà. Donc, il n'y a pas, en général, on parle de 30%. Ce qui est toujours compliqué quand il y a une sous-traitance à outrance, on se dit, mais finalement, quel est l'actif stratégique et les compétences qui sont incarnées par l'entreprise? Donc, c'est là, en fait, tout est capable de quelque part se justifier. Et dans le IC Step Scale-up que j'évoquais, c'est un élément qui n'est absolument pas évoqué. Voilà, donc, Merci. Bah, peut-être une petite dernière. Quelles sont les dépenses éligibles à l'EIC Accelerator, Jérôme? Bah, sur le principe, tout, avec quand même une limite, c'est que sur la partie invest, je crois que je l'ai dit, mais si c'est de l'invest, si c'est par exemple un proto qui a vocation à être détruit, testé dans tous les sens, vous pouvez faire plaisir, effectivement, là c'est l'intégralité du coût qui va être intégré dans l'assiette.
Par contre, si c'est un démonstrateur et qui a vocation peut-être à faire des premiers euros de chiffre d'affaires avec ou être vendu in fine, théoriquement, c'est l'amortissement uniquement qui sera comptabilisé. Mais par contre, du temps passé par les équipes, bien entendu, que ce soit sur la R&D, sur l'innovation, c'est-à-dire sur du pré-commercial, ça fonctionne aussi. Et en fait, il y a quand même une certaine latitude, notamment lorsqu'on candidate sur du blended, c'est que l'equity, il flèche pas une nature de dépense en fait. Donc là, vous êtes plutôt à l'aise dans vos baskets. En gros, dès qu'il y a des trucs qui sont très commerce, qui ne relèvent pas forcément la subvention, vous mettez ça dans la partie equity, quoi. Mais sur le principe, il n'y a pas grand-chose qui freine. Voilà. Ok, merci Jérôme. Alors, avant de laisser la parole à Laure pour conclure, juste une toute dernière question. En fait, est-ce que tu pourrais parler de l'aspect portfolio de l'EIC Accelerator? Parce que, notamment, si un des projets sur les mêmes thèmes est en cours sur un Pathfinder par un labo de recherche, est-ce qu'un projet industriel TRL6, bon, au-delà du TRL6, serait vu comme bienvenu, complémentaire au portfolio ou en compétition? Alors, premièrement, il y a du décalage dans le temps, c'est-à-dire que sur le principe, pour ça on a encore peu de retours de projets qui sont passés par Pathfinder et ou Transition qui candidatent à l'accélérateur. On n'a pas tant que ça aujourd'hui, hein. Même si le programme a été lancé en 2021, on est en 2025, on est quand même sur des projets de temps long. Donc voilà, ça, pour l'instant, on n'est pas à ce stade-là. Ce qui est certain, c'est que des projets candidats à l'EIC Accélérateur qui sortent tous les 2 lauréats, ça arrive. C'est-à-dire que c'est pas interdit. C'est en gros, dans sa logique de gestion de portefeuille, aussi bien côté commission que côté EIC Fund, ils vont pas dire tiens, j'ai financé un tel en 2023 et j'ai un projet qui débarque en 2025. S'ils sont convaincus qu'il y a un intérêt, que ça peut être 2 propositions technologiques différentes qui sont capables de même répondre au même usage, ils sont capables de prendre le risque sur les 2. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond totalement à la question, mais oui, c'est-à-dire que c'est pas une restriction, quoi. C'est pas parce qu'il y a eu un projet. Okay. Non, par contre, ça veut dire qu'il faut bien avoir conscience quand on rédige une copie, c'est est-ce que j'ai des concurrents qui ont déjà été financés. Ah, oui. Ça, c'est une vraie. Parce qu'en fait, vous pouvez retrouver face à un truc tout bête, c'est que lorsque vous retrouvez, et je pense que ça veut dire que ça serait un défaut de votre part en termes d'analyse de marché de ne pas les citer, on va dire, mais ils sont passés à côté quand même de personnes que nous, on identifie comme concurrents, donc c'est-à-dire qu'on peut dire que le boulot n'a pas bien été fait. Qu'ensuite, vous pouvez retrouver face à des membres de jury, aussi bien à l'oral ou même sur les différents experts qui sont sollicités sur les dossiers, de dire, mais en fait, ça peut être les mêmes, en fait. Des gens qui ont déjà évalué l'écrit d'un concurrent et pareil, qui ont déjà vu peut-être un concurrent à l'oral. Donc, c'est un truc qu'on ne peut pas passer sous silence. Voilà, il faut bien l'identifier et montrer en quoi on se distingue aussi de ça. Oui. Ok, merci Jérôme. Ben, écoutez, maintenant la parole à Laure pour terminer. Merci beaucoup Jérôme et merci Laurent. Et Laure, la parole est à toi pour terminer. Oui, merci. Voilà, je vais conclure juste ce webinaire. Alors Fabienne l'a introduit, organisé dans le cadre de la FPC, l'Association française des pôles de compétitivité. Vous avez sûrement eu l'information via votre pôle. Donc ici, juste pour résumer, les experts du sujet en France sont les points de contact nationaux. Ils proposent éventuellement de l'accompagnement de votre dossier, mais sachez qu'au plus proche du terrain, vos pôles vous aident dans vos dossiers, EIC Accelerator, EIC Pathfinder, entre autres. Notre action, elle part de l'identification de l'appel et de la présentation de l'opportunité. C'est ce qu'on fait aujourd'hui lors de ce webinaire. Ensuite, on peut vous mettre en relation avec un ou plusieurs partenaires. Comme vous devez le savoir, les pôles de compétitivité ont eux aussi des réseaux européens dans leur domaine qui peuvent permettre de vous trouver des compétences complémentaires pour votre compétition. Les équipes Europe et techniques des pôles, Fabienne pour Aerospace Valley, moi-même et mon équipe à Minalogic par exemple, vous aident aussi dans un premier niveau de structuration de projet, de formalisation, de s'assurer de l'adéquation de votre projet avec le guichet, le cahier des charges, vous donner des premières orientations.
Certains d'entre nous vous aident aussi un peu à la rédaction d'une partie de la proposition, mais souvent on vous conseille plutôt de vous faire aider par un cabinet conseil en faisant appel aussi bien sûr à l'aide des aides publiques que Jérôme a aussi mentionné pour cofinancer cette dépense. On fait quasiment tous de la relecture argumentée de votre dossier avec des pistes d'amélioration. Et enfin, dans le cadre précis de l'EIC Accelerator, par exemple, beaucoup d'entre nous font de l'entraînement au pitch avec les structures régionales et souvent, bien sûr, le PCN. Voilà. Donc, tout ça pour vous aider à maximiser vos chances de succès, à améliorer votre dossier et à mieux appréhender les guichets et les financements européens. Donc, on n'a pas besoin de le préciser. Financement européen, certes un peu plus complexe et un peu plus à répondre et à appréhender, mais qui représente une source de financement non négligeable et unique, comme on l'a précisé aussi dans ce webinaire. À moi aussi de remercier tous mes collègues dans les pôles de compétitivité pour avoir relayé ce webinaire et dont j'ai le plaisir de vous lister ici les contacts. Donc, que vous soyez en Bretagne, en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes, que vous soyez des domaines numériques, espace ou industrie, référez-vous à votre pôle de compétitivité, aux équipes Europe pour plus de détails et pour accompagner vos dossiers. Voilà, vous avez ici leurs contacts et ils vous seront aussi envoyés avec l'ensemble des présentations. Voilà. Merci. Pour moi. Merci Laure. Écoutez, il ne me reste plus qu'à clôturer ce webinaire en vous remerciant à tous pour votre attention. Merci à nos super PCN orateurs qui nous ont fait une présentation crystal clear de ces dispositifs. Très bon appétit et très bon week-end à tous. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir, bonne journée, merci.